deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché au terme de cette première semaine de l'année 2024. Olivier de Béranger est avec nous, directeur général de la financière de l'Échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Merci à Axel Bott d'être là également ce soir. Bonsoir Axel. Merci. Vous êtes directeur de la stratégie de marché chez Ostrom Asset Management. Axel, premier commentaire sur cette semaine macro déjà chargée. Les indicateurs d'emploi aux États-Unis, les indicateurs d'inflation pour la zone euro. Si on regarde l'économie américaine, à travers notamment les données d'emploi qu'on a pu avoir, les ISM également qui ont été publiés pour le mois de décembre, est-ce qu'on reste sur l'idée d'un atterrissage plutôt doux que dur ? Pour l'instant, on n'a effectivement pas vraiment d'atterrissage. Si on gomme un petit peu le troisième trimestre où la croissance était peut-être exceptionnellement forte, on aura un retour vers une croissance entre 1,5 et 2, c'est-à-dire peu ou prou le potentiel sur le quatrième trimestre. On le voit bien dans la poursuite des créations d'emplois, donc 216 000 de nouveau. On reste toujours à peu près sur ces niveaux depuis plusieurs mois, avec aussi beaucoup de créations destructrices au sein du marché du travail. C'est-à-dire que c'est une chose assez favorable à ce stade du cycle où le chômage est très faible. On n'a plus beaucoup de marge de manœuvre pour croître facilement, entre guillemets, et donc il faut détruire des emplois d'un côté, en recréer de l'autre et faciliter, disons, les transferts de main-d'œuvre d'un secteur à l'autre. Ça, l'économie américaine continue de le faire. Il y a toujours un excès de postes à pourvoir, même s'il se réduit. Ouais. Donc ça permet encore de faciliter ces ajustements. Et ça aussi, ça engendre un peu de productivité. Donc on a vu les gains de productivité un petit peu s'accélérer. Donc bon an, mal an, on a le meilleur des mondes, quelque part, en termes d'activité, y compris dans l'ISM des services cet après-midi, qui était assez mauvais globalement en première lecture. Mais quand on regarde la composante d'activité, en fait, elle accélère. On est à 56 par rapport à 55 au mois. On a cette composante emploi bizarre et un petit peu à l'inverse de ce qu'on observe dans le rapport mensuel sur l'emploi, mais qui raconte bien cette histoire de création destructrice aussi, puisque c'est le secteur des services aux professionnels qui plombe un petit peu l'enquête de l'ISM des services, ce qu'on voit depuis plusieurs mois, des destructions d'emplois dans ce secteur-là. Donc, il y a une certaine, dans l'apparente incohérence en première lecture, il y a un petit peu de cohérence quand même. Mais grosso modo, je pense que l'économie américaine va encore très bien. Il n'y a pas de déséquilibre financier majeur, voire même peut-être un risque de bulle. C'est le risque inverse dont la Fed ferait bien de se prémunir aussi. Et je pense qu'ils sont un peu embêtés par le degré d'assouplissement monétaire engendré par ces changements rhétoriques depuis le début novembre. Donc voilà, on est dans une situation où est-ce qu'on va avoir une réaccélération un petit peu comme celle qui avait été engendrée par l'assouplissement post-SVB. Ça pourrait mettre un peu le feu au marché dans les prochains mois. C'était un des points, parce que les dernières minutes du FOMC étaient pour le coup particulièrement intéressante, puisque le FOMC a été un moment clé quand même de la fin d'année, 12-13 décembre dernier, les minutes ont été publiées cette semaine. Plusieurs participants notent qu'effectivement, l'assouplissement, le fort assouplissement des conditions de marché, des conditions financières, la hausse des marchés, devient un challenge du point de vue de la Réserve fédérale américaine. C'est un challenge. Est-ce que l'attitude de la Fed va être symétrique par rapport au moment où, entre août et octobre, on a vu une très forte hausse des taux. Ils se disaient, finalement, on peut faire peut-être moins sur les taux courts parce que le marché fait le boulot à notre place, entre guillemets. Là, on est dans la situation inverse où on a une très forte baisse des taux, très forte baisse des anticipations de taux, très forte baisse des spreads, etc. Et très forte hausse des marchés actions aussi, donc un assouplissement considérable qui fait que quand on regarde un petit peu les indices synthétiques de conditions financières, finalement, on a défait toute la hausse des taux depuis 3%. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est 3% sur les Fed Funds, c'est-à-dire les 250 BP supplémentaires, finalement, ont été effacés par ce mouvement de marché. Donc, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, les conditions financières sont adéquates? Dans une économie, on est en dessous du niveau de chômage d'équilibre, avec encore un peu d'excès d'inflation et un risque de bulle financière peut-être. Je pense que la Fed doit regarder, disons, des deux côtés et d'avoir peut-être une attitude beaucoup plus symétrique sur ce que les marchés, avoir une attitude un peu holistique sur les conditions financières.
Bon, avec une question peut-être aussi sur le pouvoir de la parole aujourd'hui des banquiers centraux. La forward guidance a été quand même considérablement triturée ces derniers temps, qui fait que la parole d'un Jérôme Powell ou d'un autre banquier central a peut-être moins d'impact sur les anticipations de marché qu'auparavant. Olivier, qu'est-ce qui vous marque là-dedans? On est passé quand même, les marchés vivaient au rythme du higher for longer tout au long de l'été dernier jusqu'à la fin du mois d'octobre, et désormais on vit au rythme du Fed put. Oui, c'est vrai, c'est un bon résumé de ce qu'on a vécu dans les 3 derniers mois. Pour compléter ce que vient de dire Axel, à votre question, est-ce que c'est un atterrissage en douceur ou un atterrissage plus rude? Je suis assez d'accord, pour l'instant, il n'y a pas d'atterrissage du tout. C'est no landing pour l'instant. Parce qu'entre 1,5 et 2%, on est autour de la croissance potentielle, donc il n'y a pas vraiment d'atterrissage. Donc, est-ce que ça milite pour des mouvements de banque centrale très forts? Probablement pas. Et donc ça c'est un premier point. Le deuxième point quand même, sur les conditions financières, si vous regardez les indices de Goldman Sachs par exemple sur les conditions financières, en une semaine, on a quasiment retracé presque 15% de l'assouplissement depuis la fin octobre. C'est-à-dire la correction de la première semaine 24, là, c'est exactement, ça. En 4 jours ouvrés de trading, avec la remontée du T-Note au-dessus de 4%, alors ça dépend, alors on se parle à quelle heure on regarde, plus l'écartement des spreads, en fait, on a quasiment retracé 15% de l'assouplissement des conditions financières. Donc, ça va vite. Et pour compléter ma réponse à votre question, les marchés sont un peu hystériques. C'est-à-dire qu'on a une surréaction à chaque événement ou chaque chiffre macro. On vient de voir aujourd'hui un chiffre de chômage plutôt au-dessus des attentes et salaires horaires au-dessus des attentes, le marché action baisse et les taux montent, et puis inverse sur l'ISM. Alors, plusieurs choses pour moi sur les données économiques. D'abord, une fois de plus, on a une révision à la baisse du chiffre de création d'emplois du mois précédent. Ouais. Et je crois que ça fait les deux mois précédents même d'ailleurs. Et je crois que c'est la 6e fois consécutive que ça arrive. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de révision à la hausse depuis l'été. C'est quand même un symptôme qu'il y a peut-être un problème de fiabilité des données. On a beaucoup d'enquêtes qui donnent des résultats qui ne sont pas concordants, c'est ce que disait Axel tout à l'heure. Donc, faisons un peu attention et attendons de voir la correction du mois de décembre qui aura lieu en février pour savoir quel est le vrai chiffre. Ça, c'est un point. Mais sinon, quand on regarde les anticipations de marché, effectivement, on oscille entre 5 et 6 baisses de taux en 2024. Moi, j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, ça ne se produira pas. C'est-à-dire, soit c'est un no landing, soft landing, et de toute façon, il n'y aura que 3 ou 4 baisses des taux. En gros, on baissera les taux d'1% aux États-Unis. Soit il y a une récession, et il y aura, quand vous avez des taux à 5,5, s'il y a une récession, vous n'allez pas les baisser à 4. Donc, c'est une espèce de scénario moyen qui est pricé par le marché, qui, à mon avis, correspondra de toute façon pas à ce qui va se passer. Et on va fluctuer toute l'année 2024 au gré des publications de chiffres économiques, au gré, j'espère, des publications d'entreprises quand même, qui donneront un peu le tempo sur le comportement des marchés actions. Et bien, il faut s'habituer. Et finalement, c'est une année assez normale. C'est-à-dire qu'on va revenir à des années où les gros trends macroéconomiques dicteront peut-être un peu moins le comportement des marchés. Oui. Sauf que là, d'avoir une vue économique, macroéconomique, ferme et définitive sur l'horizon 24, c'est quand même difficile. C'est impossible. Voilà, c'est ça. C'est impossible. C'est pour ça impossible. En gros, moi, je suis pas très inquiet par les perspectives évoquées par certains d'une probabilité de récession de 25-30%. Essentiellement, et je crois qu'on en avait déjà discuté ici, parce que la probabilité qu'il y ait une récession forte est quand même faible. Les récessions fortes, ça va toujours avec les crises financières, avec les crises du système bancaire commercial, avec l'impossibilité de prêter par les banques commerciales à l'économie réelle. Et là, franchement, on en est quand même très loin. On se rappelle à peine que SVB et 2 autres banques américaines ont fait faillite, que le Crédit Suisse a été adossé. C'est 15 jours de volatilité à peine. Donc, tout ça pour dire qu'on fasse 1 ou 2 trimestres à moins 0,1, moins 0,2 ou à plus 0,1, plus 0,2, j'ai pas l'impression que c'est ça qui a la capacité à détruire la capacité bénéficiaire des entreprises. Et en tant qu'investisseur action, c'est quand même ça ce qu'on regarde de plus près. Ouais.
L'autre gros morceau de la semaine, je le disais, on reviendra sur les marchés bien sûr, mais l'autre gros morceau de la semaine, c'était les premières estimations d'inflation zone euro, Axel. Alors là, c'est le jeu des effets de base qu'il faut bien avoir en tête. Je le disais, on a eu des effets de base plutôt défavorables en provenance de l'énergie sur la marque d'inflation du mois de décembre. Est-ce que néanmoins, le sens du voyage reste le bon ? Et comment vont évoluer ces effets de base à partir de maintenant, janvier, février, mars, avril, sur les mois qui viennent en ce début 24 ? Alors, sur les effets de base sur l'énergie spécifiquement vont se réduire à peu près à 0 au mois de mars. C'est-à-dire que les prix de l'énergie sont en baisse de moins 6% à peu près sur un an. Ce sera à peu près la même chose sur le mois de janvier. Et ensuite, ça va plutôt se réduire vers 0. On était à moins 11 en novembre. D'où l'effet de contribution plus forte de l'énergie sur le mois de décembre. Après, malgré tout, c'est très difficile à prévoir parce que l'énergie, en fait, est non seulement impactée par les prix du pétrole, du gaz qu'on peut observer un peu sur les marchés, mais aussi par tous les dispositifs qui ont été mis en œuvre par les gouvernements pour plafonner ces coûts de l'énergie. Et suivant qu'on fait l'hypothèse que les gouvernements, pour des raisons de consolidation budgétaire, que la BCE aimerait bien voir mis en œuvre, ça peut avoir un impact très différencié sur l'effet de l'inflation. Je crois que sur l'Espagne, on peut imaginer que si on a un retrait total du soutien aux ménages et aux entreprises, d'ailleurs, de ce dispositif, on fait remonter l'inflation de plus d'un point sur 2024. Donc, c'est un jeu entre à la fois les effets de base, il y a aussi le politique. Et la politique budgétaire. C'est extrêmement coûteux politiquement de revenir sur ce type de dispositif une fois que vous les avez mis en place. Une des raisons pour lesquelles l'inflation est basse en Italie, c'est qu'on a justement ces dispositifs-là. 0,5 sur un an. 0,5 sur un an. Et Mélanie en profite pour demander des baisses de taux, alors que la BCE va lui dire mais non, en fait, l'urgence, c'est de remettre un peu d'ordre dans les finances publiques et donc de revenir sur ces transferts. Et donc, c'est assez difficile d'imaginer le solde de ces deux impacts. Probablement, l'inflation va se balader entre 2,5 et 3 pendant quelques mois, dans un no man's land, mais différencié d'un pays à l'autre. Et j'observe qu'en Allemagne, on est plutôt vers 4 actuellement sur l'inflation, ce qui donne quelque part du grain à moudre à Nagel pour essayer de tirer plutôt vers une politique de prudence face à la décélération de l'inflation qui est très inégale en plus en zone euro. Donc ça va forcément conditionner la politique de la BCE, mais aussi il n'est pas certain que ce soit dès aujourd'hui dans le bon sens. Je comprends. Confortable ça va retarder encore un peu plus le moment où les conditions seront réunies pour la BCE telle qu'elle réfléchit aujourd'hui, pour signaler et mettre en place une première baisse de taux. C'est ça, et puis je pense qu'il y a un problème du point de vue de la politique monétaire, un problème plus large de cohérence des instruments. Parce qu'on vient quand même d'annoncer qu'on va on va même accélérer la contraction du bilan, qui est déjà forte avec les 400 milliards de TLTRO encore à rembourser, les 400 milliards d'amortissement de l'APP, on va en rajouter 45 milliards de PEPP sur la deuxième partie de l'année. Si vous essayez de réduire le bilan et de baisser les taux en même temps, en général, ça ne marche pas. Il y a une question le prix de l'argent et la quantité d'un côté et de l'autre. Donc, on voit que ça, même du côté de la Fed, en ce moment, ça pose beaucoup de problèmes opérationnels. La Fed se fait arbitrer sur sa facilité de reverse repo et le BTFP, qui était l'instrument mis en œuvre pour SVB. Les banques tirent dessus et redéposent à la reverse repo en arbitrant la Fed à hauteur de 50 BP. Donc, à un moment, il y a une question même de cohérence de la politique monétaire. Soit vous voulez baisser les taux et à ce moment-là, il faut arrêter le quantitative tightening pour faire simple, soit vous les laissez à un niveau plus élevé, mais à ce moment-là, vous en profitez tant que l'économie tient pour poursuivre la contraction du bilan. Ouais. Bon, sur la zone euro, quelle est la vue que vous pouvez avoir à ce stade, Olivier ? Alors, sur 2024, l'histoire qu'on racontait américaine est plus proche du no landing que du hard landing aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il en est de la zone euro, selon vous ? Faiblarde, comme toujours. Ouais. On attend, je crois que le consensus doit être à 0,5. Bon,
On peut, avec un peu de chance, un peu surprendre à la hausse, parce qu'on a tellement un peu... C'est la chance, quoi. On a tellement un peu lâché les espérances de croissance en zone euro, que bon, avec un peu de chance, il se passe... je sais pas, une contraction des prix de l'énergie, quelque chose de positif, une armistice, hein, on l'a oublié, mais il peut toujours y avoir une armistice en Ukraine. Il peut y avoir un peu d'upside. Mais moi, ce que je constate quand même, c'est que, pour reprendre vos chiffres d'inflation que vous citiez sur la zone euro, on a quand même une inflation core qui continue gentiment de revenir vers 3%. On a, je le disais à l'instant, une attente de croissance pour 2024 autour de 0,5. Les taux à 4,5 du MRO de la BCE, c'est quand même assez restrictif. Avec en même temps du quantitative tightening qui continue, c'est quand même assez restrictif. Donc, on n'est pas en train de parler de 7-8 baisses des taux, mais peut-être quand même que la BCE pourrait faire quelque chose au premier ou au deuxième trimestre. Alors, je regardais entre premier et deuxième trimestre, il faut regarder les dates des réunions des banques centrales, parce que c'est important, parce que là, on doit avoir la BCE et la Fed fin janvier. Genre fin janvier, début février, je crois que c'est ça. Sur les derniers 20 janvier ou 21 janvier la BCE, 30 janvier la Fed. Ouais. Après, le mois de mars, c'est intéressant, puisqu'on a la BCE le 7 mars et de mémoire la Fed le 31 mars. La Fed le 20 mars, pardon. Ouais. Donc c'est pour ça que les marchés commençaient à parier que c'était la Fed qui pouvait bouger en premier, puisque le 20 mars, quand même, on avait une meilleure vue sur ce qui s'était passé au dernier trimestre de l'année 2023, et donc éventuellement les autorités monétaires pouvaient agir. Mais là, si on dit que la Fed passe à cause d'un marché de l'emploi un peu trop fort, eh ben le 11 avril, c'est la BCE qui pourrait, et ça, je pense, c'est un peu c'est en tout cas mon scénario, qui pourrait être le premier à appuyer sur la détente, sachant que la réunion suivante de la Fed est le 1er mai. Donc, tout ça pour dire que c'est le calendrier ça compte. C'est le calendrier vraiment au jour près de quand les réunions ont lieu qui va un peu dicter qui va appuyer sur le bouton en premier. Moi, il me semble que ça devrait être quand même la BCE, et le début du mois d'avril me paraît une bonne date pour le faire. Et elle a cette capacité, elle peut avoir cette capacité à se déconnecter justement d'une banque centrale comme la Réserve fédérale américaine, sous la pression économique, pour de bonnes raisons. Exactement. Donc, moi, je pense que... rappelez-vous quand même, de temps en temps, elle s'est déconnectée. C'est-à-dire, elle est allée en terra incognita en faisant des taux négatifs, quand même, que la Fed n'a pas osé faire. Oui. La BCE a osé le faire. C'est-à-dire qu'elle a mis combien d'années avant de lancer un QI, quoi. Je suis d'accord, elle a du temps à lancer un QI. Bon, de temps en temps, mais non, ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, on peut avoir des surprises. Et c'est un peu ce que je disais sur l'économie, c'est qu'on n'attend tellement pas grand-chose que finalement, l'upside surprise, elle n'est pas neutre. Donc, pourquoi pas une baisse des taux de la BCE en début avril. Comment vous... Parce que, les scénarios alternatifs, c'est quand même toujours intéressant d'y réfléchir. Axel, ce que décrit là Olivier, c'est alternatif, c'est possible, à quelles conditions? C'est possible. Ce qui me paraît quand même une contrainte pour avoir la BCE bouger avant la Fed, ou plus fortement que la Fed, c'est le niveau de l'euro. Parce qu'on est à 1,09. Dans ce cadre-là, ils le feront probablement pour des raisons qui seront autres que la virgule de l'inflation. S'ils baissent les taux de façon anticipée, je pense que c'est probablement que l'économie va très mal. Donc l'euro pourrait s'affaiblir beaucoup. Et donc, à ce moment-là, je pense que ce serait quand même une contrainte pour la... Nous, on importe l'inflation. On l'importe beaucoup. Grande partie. C'est une des façons de voir, disons, la situation des prix aussi en zone euro. Quand vous regardez, par exemple, les enquêtes qui traduisent le fait que les entreprises ont encore beaucoup de mal à recruter, c'est en général le signe qu'on est dans une situation d'excès de demande. Alors, quand on regarde la croissance, je suis d'accord qu'il y a beaucoup. C'est pas évident. Mais on est dans cette situation où très peu de croissance n'a pas d'impact sur l'emploi, a donc un impact délétère sur la productivité apparente, avec des salaires qui sont à 5. Donc, on est dans une
un début de risque de stagflation qui peut nous amener aussi à justifier une politique monétaire beaucoup plus restrictive, en fait. Et donc, on va naviguer entre ces deux scénarios. Et le temps qu'on débatte, je pense qu'il passera quelques mois. Et la BCE... former un consensus et former une décision, ça va prendre du temps. Je pense d'autant que les situations d'un pays à l'autre sont très différentes en matière d'inflation et d'activité. L'Allemagne, il y a plus d'inflation et très peu d'activité. Il y a d'autres pays où il y a moins d'inflation, plus d'activité, comme l'Espagne par exemple. Donc c'est très difficile en plus de piloter la politique monétaire pour une zone aussi hétérogène que la zone euro. Donc ça ne facilite pas la tâche de Mme Lagarde. Non. J'ai vu que les 5 présidents avaient à nouveau signé une tribune. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une tribune des 5 présidents ou présidentes aujourd'hui. L'Union des marchés de capitaux, tout ça. Enfin voilà. On connaît l'histoire de ce point de vue-là. Sur le plan des marchés, bilan de la première semaine, Olivier, moi je constate que tout bouge à nouveau dans le même sens. Oui, on n'est pas sorti de cette corrélation obligation-action. La corrélation entre les taux longs et les marchés actions depuis l'été s'est vraiment reconstituée de manière évidente. Et on ne sait même plus d'ailleurs quelle est la poule et quel est l'œuf à la limite, parce que les taux longs américains sont remontés sur des chiffres un peu meilleurs d'activité, mais sans que l'inflation ait surpris du mauvais sens. On a plutôt, si vous regardez même la série d'inflation aux États-Unis sur les 6 derniers mois et vous l'annualisez, on a 1,9. Donc des taux à 5,5, c'est quand même, même si la croissance est à 1,5 ou 2, ça commence à être bien restrictif. Donc on a un comportement de marché qui est très drivé par les techniques, par la technique. Ouais. On en avait parlé la dernière fois. Le positionnement en fin d'année, fin octobre, bien sûr. Très short, tout le monde, très peu investi, et qui a créé un rallye. Le S&P, il a pris 17% en ligne droite entre le 25 octobre et le 25 décembre. Donc c'est quand même une hausse assez spectaculaire. Bon, là, on souffle un peu, ça me paraît normal. Franchement, que le marché retrace de 5 ou 6%, ça n'aurait rien d'étonnant, ce serait même plutôt salutaire pour le début d'année. Alors après, on sait que malheureusement, les statistiques sont pas bonnes quand on commence le début janvier avec une première semaine négative. Mais bon, après, tout change tellement vite en ce moment qu'on va dire que les stats ne se reproduiront pas. Ce qu'on voit aussi, c'est que un des segments qui est très favorisé par tous les investisseurs, qui est les petites et moyennes valeurs, ça n'a pas bien tenu cette semaine. Donc, alors que ça avait fait un beau rattrapage. Donc, en fait, on voit que tout ce qui avait très bien marché de mi-octobre à la fin d'année, cette semaine, c'est exactement l'inverse. Les spreads de crédit s'écartent, le high yield sous-performe, les small et mid-cap sous-performent. Donc, c'est une semaine qui est, je dirais, de consolidation assez classique. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'effrayer. Tirer de grands enseignements de cette première semaine. Je ne crois pas. Est-ce que néanmoins, le côté volatilité, c'est quelque chose... est-ce qu'il y a une certitude de ce point de vue-là ? La sensibilité du marché aux données, la capacité à changer de sens en cours de séance sur des actifs clés comme le dollar, comme l'obligataire, ce qu'on voit encore aujourd'hui, ça, c'est un régime de marché dans lequel on va continuer d'évoluer pendant quelques temps. Alors, la volatilité, paradoxalement, elle n'est pas tellement sur le marché action. Quand on regarde les niveaux de volatilité implicites, quand on regarde le VIX, les VSTOXX, les VDAX et autres, on est plutôt sur des niveaux historiquement bas. On est autour de 14 sur le VIX, on était à 12 il y a une semaine. C'est des niveaux historiquement bas. Les moyennes sont plutôt entre 18 et 20 sur le VIX. En revanche, et on en parle souvent sur ce plateau, il y a un segment d'actifs sur lequel la volatilité ne veut pas sortir, c'est l'obligataire. On a notre célèbre move est au-dessus de 100, ce qui n'est pas une valeur normale. Une valeur normale pour le nous, c'est 70-80 sur les 20 dernières années. Donc ça veut dire quand même on est 50% plus volatile que les moyennes historiques. Ça montre bien que toutes les questions qu'on vient d'aborder ensemble, personne n'a la réponse et que l'incertitude est maximale. Sur le niveau d'inflation, sur le niveau de croissance, sur le timing des baisses des taux. Et le marché obligataire est le premier réceptacle de tous ces doutes.
Ça veut dire que dans une gestion globale ou une allocation ou une gestion diversifiée, c'est compliqué de faire des paris très forts sur la partie action, par exemple, ou est-ce que, en regardant des valorisations, des fondamentaux, des perspectives de bénéfices, est-ce qu'il y a des vrais choix à faire aujourd'hui dans l'univers action, partant d'une année 23 où la diversification a très peu payé, c'est-à-dire que acheter les 7 magnifiques, vous faisiez une année impeccable. Le Nasdaq 100 a pris 50% et plus, surplaçant de plusieurs têtes, j'allais dire, le reste des indices qui ont effectué aussi des beaux parcours. Moi, je pense qu'il faut prendre le risque de la diversification en 2024, c'est-à-dire que on a la chance de ce début de semaine d'avoir un petit retracement, recul par exemple des small et mid cap. Si vous avez raté le coche, faut peut-être commencer à regarder de plus près certaines valeurs. D'ailleurs, on est la première semaine de l'année, il y a déjà quelques opérations en capital. Il y a une OPA, un retrait de cote ce matin sur une valeur suédoise dans le secteur du software, Big Facta, avec une prime de 31%, donc c'est quand même intéressant. Il y a des gens qui achètent des Il y a des gens qui achètent. Si on a un peu de temps, l'histoire est amusante parce que c'est le fonds de private equity qui avait mis sur le marché 35% du capital il y a 3 ans, qui rachète les 35% qu'ils ont vendus. Juste pour donner quelques chiffres, ils les avaient mis sur le marché à 60 couronnes suédoises, c'est descendu à 25, et là ils font une offre un peu au-dessus de 40. Donc on voit que les niveaux de valorisation entre les marchés cotés et les marchés non cotés ne sont pas les mêmes. Je ferme la parenthèse, mais c'est quand même intéressant de voir qu'un fonds de private equity est capable de mettre une prime de 30% sur une société qu'il connaît bien par rapport à un cours de marché. C'est quand même un indicateur que le prix des small et mid cap, c'est une valeur qui fait 800 millions d'euros de capi environ, est quand même très décoté. Donc, continuer à se renforcer sur ce qui n'a pas marché en 2023, je pense que c'est une bonne idée. Donc, les small et mid cap. Les Magnificent Seven, elles sont toutes montées grâce à l'intelligence artificielle. Si vous regardez dans l'ensemble des Magnificent Seven, finalement, il n'y a que Microsoft, Google et Nvidia qui sont vraiment dedans. Et sachant qu'il n'y a vraiment que Nvidia qui gagne de l'argent avec ça. Donc, les autres, c'est des milliards et des milliards d'investissements. Et pour l'instant, pour un retour à déterminer. Donc, c'est toujours le fabricant de pelles et de pioches qui gagne, on connaît l'histoire, mais ça veut quand même peut-être dire que, on voit bien qu'Apple, quand même, c'est un peu de mal en ce début d'année. C'est un peu. 2 analystes ont dégradé Apple. Ça commence à être un peu difficile. Donc, c'est pour ça que je pense que la diversification en 2024, c'est un thème. Et donc, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2023 ? Les défensives. Les défensives, la pharma, la santé, les staples, tout ça fait des performances assez faiblardes. Donc, je pense que dans en plus un contexte qu'on vient de le décrire, qui est assez incertain en termes de macroéconomie et de niveau de taux, c'est pas idiot d'aller plutôt sur des valeurs défensives, continuer à s'intéresser à la qualité. Qui sont décotées aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Souvent, c'est des valeurs qui traitent cher. C'est parce que c'est défensif, que c'est visible. Souvent, ça se paye plus cher que d'autres valeurs. Et c'est comme les small et mid cap. D'habitude, ça se paye plus cher, plus de croissance. Là, la décote par rapport aux grandes capitalisations, c'est du même ordre en termes de PE qu'on avait en 2008 pendant la grande crise financière. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, la raison est la même. C'est parce que les small et mid cap ont moins d'accès au financement que les grandes capitalisations. Mais tout ça pour dire que je pense vraiment qu'il faut diversifier. D'un point de vue plus global, on avait eu une année 2022 qui était catastrophique pour le fameux portefeuille balance. L'année 2023, c'est un retour assez... Fin d'année a été bien meilleure, oui. Toute la performance s'est faite sur 2 mois. Au dernier trimestre. Et je pense que 2024 sera aussi une bonne année pour les portefeuilles balance. Parce que même si la volatilité sur l'obligataire ne va pas s'en aller, ça m'étonnerait que le T-Note parte à 6%. Donc, il y a quand même du portage. Au moins pour du portage, c'est ce que j'allais dire. Le gain en capital, il n'est pas sûr, mais le portage... le côté protection, c'est pas évident encore. Le côté protection, pour l'instant, il n'est pas là. Puisque la corrélation est dans le même sens. Oui, portage, OK. Jouer le retour de l'actif sans risque, c'est pas évident aujourd'hui, Axel. Non, pour faire écho à ce qui venait de dire sur la volatilité, il n'y a pas de vol sur les actions, mais il n'y a pas de vol tellement sur le change non plus. Le niveau du change est très, très faible. Et sur la partie crédit, spécifiquement le spread de crédit, il y a très peu de volatilité aussi. On a maintenant des VIX, d'ailleurs, pour toutes ces actifs. Donc,
c'est facile à suivre. C'est effectivement le directionnel taux qui dicte un petit peu toutes les performances financières, et le dénominateur commun de tout ça, c'est évidemment toujours la Fed surtout, et d'autres banques centrales. Donc c'est difficile d'être diversifié, mais on peut l'être au sein des classes d'actifs en préférant des portefeuilles plus équipondérés, où la performance... Parfois, il y a des phases de marché où la concentration est très très forte, mais quand on regarde la performance du Nasdaq par rapport au Russell, la dernière fois qu'on était là, c'était en 2000, donc la suite n'est pas forcément très, très belle. Effectivement, on se posera un jour la question de la rentabilité de l'IA. Effectivement, il y a la bulle et la sensibilité au taux long qui est engendrée par ce twist monétaire va être, je pense, testé par le marché au cours du temps. D'ailleurs, Nvidia est passé du Bitcoin à l'IA. Donc, c'est un petit peu cette transition-là qui les a fait surnager et continuer. Donc, c'est des thématiques comme ça qui sont intéressantes à jouer, qui peuvent être très prolongées, mais qui sont aussi un peu dangereuses, puisqu'elles seront à un moment testées. Simplement, est-ce que les fondamentaux justifient les multiples? Oui, on peut passer par des phases de déception sur l'adoption de l'IA générative, de ce que ça peut apporter, générer, etc., comme résultat. Absolument. Et auquel cas, il y aurait probablement un durcissement, là pour le coup réel, des conditions financières, un peu à l'instar de ce qu'on avait connu en 2001 si la bulle éclate. Ça peut fabriquer une récession, ce genre d'éclatement, dévalorisation. C'est ce qu'on avait vu à ce moment-là, avec une récession nette sur le plan économique, mais un impact très prolongé sur l'emploi, où le chômage se dégrade jusqu'en 2003, de mémoire. Et parce qu'en fait, on a une réelle amélioration de la productivité avec la pénétration de ces nouvelles technologies. Donc on peut avoir cette espèce d'ambivalence ou une récessionnette, des performances boursières et financières très mauvaises, et un marché de l'emploi qui subit un petit peu toutes les transformations qui continuent dans l'économie réelle, malgré le durcissement des conditions financières. Et le put de la Fed peut, dans un certain scénario, ne pas permettre de passer au-delà de cette séquence que vous décrivez. Ça peut être une séquence, y compris avec la perspective d'un put de la Réserve fédérale américaine. Oui, parce qu'on regonfle jamais la bulle, en fait. C'est-à-dire qu'éventuellement, on en gonfle une autre. C'était ce que Greenspan a fait avec l'immobilier qui finalement causera la crise suivante. Mais on met un frein sur les effets induits de l'éclatement de la bulle. Mais c'est tout, en fait. Et donc, on atténue la faiblesse induite. Peut-être un petit bémol quand même sur la bulle, c'est qu'en 2000, on payait 25-30 fois le chiffre d'affaires. Là, on paye 25-30 fois les résultats. Donc, c'est quand même pas la même chose. Et puis, on en a déjà parlé aussi, les positions de trésorerie de ces boîtes-là les protègent quand même énormément de tout ce qui peut se casser. Apple, le cash placé par Apple, chaque mois, chaque trimestre, c'est 1,5 milliard de résultats. Ça fait 6-7 milliards par an. Donc, de gagner, tant que les taux sont à ces niveaux. Le directeur financier d'Apple sait qu'il va gagner 7 milliards en 2024, quoi qu'il arrive, donc c'est plutôt sympathique pour commencer l'année. Donc, même si les valos sont effectivement un peu tendus, un effondrement quand même, ce serait surprenant. Faut qu'on parle un peu de la Chine. Alors, il y a plein d'angles d'entrée possibles. Moi, celui qui m'intéresse, c'est déjà immédiatement la menace de rétorsion chinoise contre les spiritueux et les liqueurs françaises, en l'occurrence, puisqu'on comprend que la France a été un pays parmi les plus grands avocats de mettre en place une enquête contre les importations de véhicules électriques chinois, à préparer des mesures de contrôle, etc. Et donc, le boomerang revient dans ce sens-là, à travers des menaces sur le secteur des spiritueux français. C'est l'ambiance depuis Donald Trump, en fait. L'ambiance à la réduction, de l'accélération des échanges, à la stagnation des échanges. C'est ça qui a été créé par l'administration Trump, et ça ne va pas s'arrêter. Rappelons juste quand même pourquoi c'était parti. C'est que quand la Chine rentre dans l'OMC, la Chine fait 15% du PIB américain, et puis juste avant Covid, on monte quasiment à 75% du PIB américain, avec l'objectif d'être première nation en 2030 ou 2035, je me souviens plus, ce qui commence vraiment à agacer les Américains, et encore plus Donald Trump. Et on peut faire un parallèle, c'est ce qui était arrivé avec le Japon dans les années 80. Et
Là, on a déjà perdu quasiment 10 points de PIB relatifs par rapport aux États-Unis. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas ce qui explique le faible niveau de réaction des autorités chinoises. Je m'explique, si en plus vous dévaluez le yuan, ça va qu'amplifier la dégradation relative de la Chine par rapport aux États-Unis. Donc entre cet objectif 2030 ou 35 de dépasser les États-Unis qui n'arrivera pas, je crois qu'on peut l'affirmer sans risque, et relancer l'économie locale, le gouvernement chinois sait pas trop quoi faire. Ouais. Et on a toujours, et ça Tous ces mouvements sont défensifs, là ? Tous ces mouvements sont défensifs. On parlait encore de l'attaque sur les jeux vidéo, là, qui a eu lieu, puis un peu en avant, un peu en arrière. Mais sur le fond, il y a eu très peu de réelles mesures de relance depuis 3 ans, en fait, quand même. Depuis sortie Covid, il y a eu très peu de réelles mesures de relance. Il y a des petits assouplissements, on stabilise, ce que je comprends. On arrête la dégradation, mais on ne fait rien de vraiment tranchant. Est-ce qu'on le fera en 2024 ? Tout le monde est passé tellement bear sur la Chine, c'est un peu le moment. Oui. Il peut y avoir Mais c'était vrai il y a 1 mois, il y a 2 mois. Exactement. Mais moi, ce qui me fascine plus sur la Chine, on en a déjà parlé là encore, c'est le choc démographique qui non seulement est épouvantable, mais ne fait que s'accentuer. Je regardais là, juste avant de venir, le taux de fécondité à Hong Kong, il est à 0,8. C'est-à-dire en France, on s'inquiète parce qu'on est passé d'un 8 à un 7. On a 0,8. C'est-à-dire que dans moins d'une génération, on divise par 2 la population. C'est ça que ça veut dire, un taux de fécondité inférieur à 1. Et que on avait des estimations sur la population chinoise à la fin du siècle autour de 600 millions d'habitants. Ce ne sera pas ça. Ça commence à être optimiste par rapport au taux de fécondité que vous avez aujourd'hui. Donc ça peut changer. Mais tout ça, quand même, moi, me rend très, très, très prudent toujours sur l'économie chinoise. D'ailleurs, même cette volonté, ils sont aujourd'hui premier exportateur mondial de voitures. Face à une faiblesse de la demande domestique, ils ont quand même besoin de saturer leur capacité de production. Et il n'y a pas d'autre moyen que de partir au large, à l'offensive, dans les zones où on leur laissera faire. Parce que c'est pas aux États-Unis qui vont exporter leurs voitures électriques. Pour l'instant, c'est plutôt l'Europe qui semble assis. Mais même là, on comprend qu'il y a quelque chose on a l'impression que l'Europe, pour une fois, comprend que le marché unique et le libre-échange... Mais en tout cas, il y a quelque chose de défensif aussi derrière cette stratégie de vouloir à nouveau exporter massivement comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a fait le Japon, c'est mettre du capital à l'étranger. C'est ça qu'il faudrait faire pour le... Donc, c'est probablement ça, l'usine BYD en Europe de l'Est, en Hongrie. C'est ça qu'il faut faire. Et l'Europe n'a rien à perdre à faire ça. Enfin, à accepter qu'il y ait du capital chinois qui fabrique des voitures électriques, mais en Europe. Sur la Chine, Axel, alors j'ai noté aussi faillite d'une shadow bank, Zhongzhe. Petit trou de 36 milliards. Bon. Non, je chite les dernières nouvelles. C'est pas une question, j'en sais rien. Vous arrivez comme ça, je pense, plusieurs fois dans l'année. Non, mais bon, est-ce qu'il y a un cas, alors au moins tactique, là, parlons investissement, est-ce qu'il y a un cas tactique quand même autour des actifs chinois pour ceux qui se sentent le courage d'investir effectivement dans des actifs chinois aujourd'hui? Oui, espérons que ce ne soit pas ceux qui espéraient la reprise après le déconfinement, puisque effectivement, ça a été plutôt l'échec de 2023, cette histoire-là. Donc, et là, il y a un changement d'optique en plus des autorités, avec une échéance Taïwan bientôt, qui peut aussi, encore une fois, durcir la tonalité du régime. Là, on nous explique qu'en fait, on ne va pas essayer de relancer la demande interne, comme ça a été longtemps l'espoir de sortir de ce modèle industriel exportateur pour essayer de stimuler la demande. En fait, on voit que ça ne marche pas. La conso reste trop petite dans le PIB pour que ce soit vraiment le ressort. Et effectivement, on observe des surcapacités partout. La déflation au niveau des prix à la production, c'est l'évidence même. Donc là, ils veulent être à la pointe de certaines technologies. Il y a quelques succès d'ailleurs, avec ceux des SMIC sur les semi-conducteurs. Est-ce que ça va être suffisant pour absorber un chômage dont on n'a plus les chiffres, mais qui a priori ne doivent pas être beaux. Donc ça va être très très difficile, je pense, à la fois essayer de repousser la frontière technologique, sachant qu'il y a encore, malgré la contraction de la population, encore beaucoup d'emplois à créer, de chômage à absorber. Donc est-ce que ça veut dire, bon, la question est impossible, mais
Est-ce que ça veut dire quand même que le pouvoir à Pékin, à un moment, va revenir sur les questions économiques un peu plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, ou est-ce qu'on est complètement dans autre chose, que Xi Jinping a avant tout un agenda politique, géopolitique, qui restera sur le dessus de la pile devant l'économie, ou est-ce qu'à un moment il y a quand même une sensibilité à l'économie qui revient? Je pense que si la survie du Parti communiste est en jeu, peut-être qu'il faudra effectivement faire des transferts et calmer la population. Je ne sais pas, mais je pense que c'est assez loin, cette optique-là. Et ils essayent de faire autre chose. On a une série de demi-mesures depuis 2020 qui riment à rien. C'est vraiment des patchs sur le problème immobilier qui se suivent. Ils font face à des challenges considérables sur la croissance qui va... Je pense qu'on n'aura peut-être même pas d'objectif de croissance cette année, ce qui veut bien dire qu'on est en phase de ralentissement très très marqué en fait. Et ce ne sera donc pas un moteur, bref, pour 2024 ? Non, je pense que le plus inquiétant, si on doit retenir une stat sur la Chine, c'est l'évolution des IDE. Les IDE sont en contraction maintenant sur l'année 2023. C'est la première fois depuis qu'on a des stats que en fait, vous avez un désinvestissement du reste du monde en Chine. Et donc ça, vous faites face à un problème immobilier en interne, vous faites face au désintérêt motivé par le durcissement du régime du reste du monde vers le fait de produire en Chine. Qu'est-ce qui vous reste ? Pas grand-chose. Ouais, donc il y a un vrai découplage, quoi. Quoi qu'on en dise, il y a un vrai découplage qui se met en place. Les investissements directs étrangers, évidemment, les IDE. Merci à vous deux. Merci d'avoir été là pour éclairer cette première semaine de marché 2024, qui aura été plutôt négative, mais venant de ce rallye de fin d'année qui, lui, aura été spectaculaire. Olivier de Béranger, la financière d'échiquier, et Axel Bott, Ostrom Asset Management étaient les invités de Planète Marché ce soir.